C'est EDF qui marcelle. Est-ce que ça va pour tout le monde là? Allô, allô? Oui. Donc vous voyez bien qu'en fait, qu'on essaye de trouver un petit peu les éléments qui dépendent des uns par rapport aux autres. D'accord? Pour remonter un petit peu dans l'historique et pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Ça roule? Ok. Alors, excusez-moi, on était où? J'ai pas. Alors, j'ai effacé tous ces trucs-là. Ok. Ça va pour tout le monde là pour l'instant? Ouais? Ok. Alors, on va. Bon, vous avez vu, c'est pas trop difficile. Il y a pas de. Pour l'instant, ça casse pas trois pattes à un canard, hein. Alors, on va parler encore d'algorithme de diffusion. Donc, on a vu l'ordre causal, ce que c'était. Et puis là, on va essayer de. Ce qu'on voudrait, c'est garantir une diffusion, d'accord, qui permet de respecter l'ordre causal. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je n'ai pas reçu un message, eh ben, un message de précédence, eh ben, je stocke le message actuel et dès que je reçois le bon message, je le délivre. Un petit peu comme on avait fait tout à l'heure quand on fait le respect des. Vous vous souvenez là, qu'est-ce qu'on avait fait le premier. Non, c'est pas celui-ci. Quand on avait fait la première diffusion, voilà, on voit que ça respectait l'ordre FIFO. Qu'est-ce que je faisais? Je mettais un numéro sur le paquet. Là, je veux être un peu plus fort, je veux que ça respecte l'ordre causal. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut que l'antériorité soit respectée sur tous les sites. C'est ça qui est un peu plus délicat. Parce que l'ordre de FIFO, c'est un peu facile, parce qu'entre guillemets, j'ai juste un numéro, mais là, vous avez vu, l'ordre causal, c'est d'avoir une vision un peu globale des choses. Donc là, ça se complique un peu. Euh, donc, je vais considérer un ensemble de N-sites qui font des diffusions à n'importe quel moment. Alors cette fois-ci, il y a une petite différence, c'est que tout le monde peut envoyer à tout le monde. On est d'accord? Et donc là, imaginez un peu la situation. Je prends un triangle ABC, d'accord? Je prends un graphe complet. A peut diffuser à B, A peut diffuser à BC, B diffuse à AC et C diffuse à A et B. Mais je veux que cette diffusion des informations respecte l'ordre causal. C'est-à-dire que quand je reçois des informations, je veux qu'elles soient dans le bon ordre et pour pouvoir les rediffuser à tout le monde. Donc j'espère que vous commencez à comprendre un petit peu, à voir un petit peu la difficulté. Donc ici, c'est le but, c'est de décrire, donc je disais quoi, à n'importe quel moment. On supposera ici que le système est sans panne, évidemment, et que des délais non bornés d'acheminement du message. D'accord? Des délais non bornés d'acheminement de messages et des messages qui peuvent être reçus dans un ordre différent de l'ordre d'envoi. Le but ici est d'écrire un protocole qui permet une application, par exemple visioconférence par exemple, c'est d'actualité, de recevoir les messages diffusés avec la garantie que le message soit délivré à l'application dans l'ordre induit par l'ordre causal. Ouais, c'est quand même un peu plus sympa quand une vidéo d'avoir respecté un petit peu l'ordre. C'est-à-dire qu'il est construit à partir de deux événements, envoyer et délivrer. Il faut aussi recevoir implicitement. D'accord? Ok, alors, prenons deux messages qui sont délivrés à pays. Ok? Bon, je prends mon site pays. Pays reçoit deux messages. Ok. Évidemment, si envoyer le message M1 précède la procédure d'envoyer un message M2, on est d'accord qu'on veut que qu'en pays, délivrer M1 soit fait, voilà, soit fait avant de délivrer M2. C'est une évidence folle. Donc, qu'est-ce que je dis? Je vais définir la notion de précédence immédiate de message. Je dis quoi? Je dis que M1 et M2 sont deux messages. On dirait que M1
précède immédiatement M2 si M1 est petite flèche bizarroïde là, M2. D'accord? Ça veut dire quoi ça? La définition, c'est M1 précède l'envoyé message M1 précède envoyé message M2. D'accord? Et surtout, donc en fait, c'est vraiment une précédence immédiate de message, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de message, il n'y a pas de message M3 entre les deux. D'accord? Il n'y a pas M3 qui succède à envoyer M1, mais qui précède à envoyer M2. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'événement envoyé entre deux événements envoyés pour montrer la notion de précédence immédiate. Bon. Merde, je crois que les figures sont pas exceptionnelles là. Désolé. Vous êtes d'accord que bon, là j'ai M0, M1, M2, M3, M4. D'accord? C'est un peu moche, je suis désolé. Vous êtes d'accord que M0, il précède bien les M1, que M1 précède M2, que M1 également précède M3, que M4 succède à M2 et M3, mais par contre M2, M3, ils sont disjoints. D'accord? Ils sont en parallèle. Donc ils n'ont pas de précédence immédiate. Ça marche pour tout le monde? On peut voir ça comme s'ils sont en mutex, en exclusion mutuelle. Dans le sens que il n'y a pas de comparaison entre les deux. Est-ce que ça va pour tout le monde là? Ok. Ouais, par contre, Oui. M2, techniquement, il est plus proche de M4 que M3 n'est de M4. Donc pourquoi Au niveau du temps, oui, mais bon, ça n'empêche que là, c'est simplement la dépendance, c'est pas la notion de temps. D'accord? Là, okay. Regarde la figure ici. Je suis d'accord avec toi, hein, la figure, c'est un graphe de précédence immédiate, c'est pas un graphe temporel. Ok. Tu dis simplement, bah, lui me précède, lui il me succède, c'est tout. Il n'y a pas de notion à quelle valeur, quelle comment dire, distance temporelle il me précède ou il me succède. Je ne sais pas ça. Ok. C'est bon pour l'instant? Alors, pour réussir ceci, qu'est-ce que je vais faire? On va numéroter les sites de 1 à N. D'accord. Et chaque site pays aura une variable locale, numéro d'envoi. D'accord? C'est le numéro du dernier message diffusé par pays. OK? Donc, je suis un site pays. J'ai une variable qui s'appelle numéro d'envoi I. Et ce numéro correspond au dernier message que j'ai diffusé. Ensuite, sur chaque site I, OK, j'ai un tableau, on va l'appeler DEL. Donc, c'est pour le côté délivrer l'information. Donc ici, vous regardez bien, ce tableau DI, c'est pour le site I. On est d'accord? Et après, à la case J de ce tableau, d'accord, c'est un tableau de N cases, ok, donc 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à N. Et je dis quoi? Je dis que DIJ est égal à L, c'est-à-dire que à la JM case du tableau d'L sur le site I, d'accord, donc le site, ce tableau change selon les sites, on est d'accord. C'est le dernier message diffusé à partir de PJ et délivré à PI. C'est le dernier message diffusé à partir de PJ et délivré à PI. Est-ce que tout le monde arrive à comprendre? Ayant pour numéro D. Donc, quand je fais une diffusion, moi, site PI, j'envoie l'information à tout le monde, je fais ma diffusion comme une brutasse, mais je garde en mémoire déjà le numéro d'envoi, on est d'accord? Et je note en mémoire ce que j'ai envoyé. D'accord? Mais là, Alors, plutôt, excuse-moi, je suis en plutôt fait, c'est dans pour l'autre sens. chaque pays. Pour chaque pays, on a celui d'où ça vient, en fait. Non, c'est Ouais, ça? c'est plutôt dans l'autre sens, excuse-moi. C'est plutôt dans l'autre Ouais. sens, c'est-à-dire que pour chaque pays, mais ça n'empêche que sur chaque I, hein, j'ai mon numéro d'envoi qui s'incrémente, hein, on va le voir. Et sur chaque site, j'ai la trace du dernier message qui a été envoyé, envoyé par PJ. Ça marche? Quand je suis en I, j'ai la trace du dernier message, le numéro du dernier message qui a été envoyé par PJ. Ça roule pour tout le monde? Non, il y a écrit, il y a écrit pays, hein. Le numéro de dernier message diffusé par pays. Non? Oui, bon, je reprends là.
DL de IJ, pardon, de égal à D, c'est le dernier message diffusé à partir de PJ, d'accord, et délivré à PI. Donc je suis sur le site I, ok, je connais, donc je suis sur PI là, ok, je connais j'ai mon tableau, ok, j'ai mon tableau, tac. Et l'élément que j'ai ici, d'accord, en JM position, ça me donne la valeur, le numéro d'envoi que PJ a fait et qui m'a été délivré à moi. Est-ce que ça va? Imaginez que moi, j'envoie des messages, 1, 2, 3, 4, 5, et puis vous, étudiants, vous avez reçu 1, 2, et puis vous recevez 4. Dire, bah, a priori, il dit, bah, je reçois un message, le quatrième, c'est bon, je peux le délivrer. En fait, non, vous regardez un petit peu dans votre historique. Ah, venant de ce site-là, moi, je n'ai reçu que pour l'instant que les 2 premiers officiellement. Il me manque le 3e. Donc, je ne délivrerai pas le 4e. Ça marche? Alors, vous êtes d'accord que chaque message, pour arriver à ça, je prends un message M et je dis que ce message sera identifié par la paire identité, numéro et numéro. L'identité, c'est l'identité du site. Donc, ce sera par exemple le site 1 qui envoie la valeur 4. D'accord? C'est le 4e message, le 4e broadcast. D'accord? Il envoie à tout le monde. Num, c'est D. Num, c'est D, en fait, c'est ça? D. Num, c'est D ou pas? Num, c'est D. C'est quoi D? Euh, Oui, c'est ça. Oui, pardon. Oui, c'est ça, oui. Oui, ok. oui. Tu mettras à jour ton numéro D en recevant Num. C'est bon? Donc, je reçois l'information. L'envoyeur et Num, c'est le numéro de ce message lorsqu'il a été envoyé par le site ID. Chaque message transportera aussi un ensemble CBM, alors c'est barrière causale, des identificateurs des messages qui précèdent immédiatement M. D'accord? Donc, ce qui nous intéresse, c'est avoir, vous vous souvenez, précédence immédiate, c'est le dernier message que j'ai reçu et qui a été envoyé correctement. D'accord? C'est bon pour tout le monde, quand on dit A précède B, c'est-à-dire que A a été envoyé, c'est l'émission d'un message, B c'est la réception, mais où A et B sont des événements aussi sur le même site, mais ça, on ne considère pas cette problématique-là. Donc, ce que je veux, c'est à chaque fois regarder le dernier message qui a été envoyé, d'accord, qu'il n'y ait pas de perte. Que pas de perte dans le sens, pas de perte sur les réseaux, mais pas de perte d'information, c'est-à-dire que je ne délivre pas le message 4 avant le message 3. Voilà. Est-ce que ça va pour l'instant? Ok. Tac. C'est bon pour l'instant? Ok. Donc maintenant, alors, qu'est-ce qu'on va avoir un peu la condition? En fait, on va essayer exprimer une condition pour laquelle on puisse délivrer le message M quand je le reçois. Alors, prise en compte des contraintes de précédentes. Lorsqu'un site pays reçoit un message M, avec de telles données, sous quelles conditions peut-on délivrer M en prenant en compte les contraintes de précédence immédiate? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand est-ce que je peux délivrer sans aucun problème le message que je viens de recevoir venant de J? D'accord? Moi, site I, je reçois un message de diffusion venant du site J, et à quel moment je peux le délivrer? C'est-à-dire est-ce que je peux le traiter et le passer à mon système, ce message-là? Et bien, je peux l'envoyer quand j'ai un couple KD, d'accord? C'est un couple KD, qui appartient à la barrière causale tel que D est inférieur ou égal à del de I de K. Ça va devenir, on ne comprend pas grand-chose, del de I de K, c'est ce truc-là. Donc je prends un couple, d'accord, donc une barrière causale, c'est un couple, hein, qui est constitué de 2 paramètres, K et D, et je veux que D soit inférieur ou égal à del de I de K. Donc c'est-à-dire que sur le site I, le KM
le site, l'information venant de K, il faut que D, faut que la valeur de D, excusez-moi, soit supérieure ou égale à D. D'accord? En fait, D, c'est l'historique. Attendez, excusez-moi, j'ai un problème de chat aussi, encore. Oh putain, c'est une bestiole. C'est où toi, le bestiole là? C'est bien ça. Un gros feignant, toi, hein. Ok. Alors, cette condition-là, elle exprime le fait que tous les prédécesseurs immédiats de M, tous les prédécesseurs immédiats du message M, ont été délivrés correctement, c'est-à-dire ont été traités. Le protocole de diffusion décrit pour un site I quelconque est alors. Alors, au départ, je dis que tous les sites, leur barrière causale, elle est vide, d'accord, et que le numéro d'envoi est égal à 0. Ça, c'est pas très compliqué. Ok. Moi, je décide de procéder à une diffusion. Donc, ces deux procédures-là sont sur tous les sites. Hein. Je fais une procédure de diffusion M. Donc, je décide de faire une procédure de diffusion. Qu'est-ce que je fais? J'incrémente, évidemment, mon numéro d'envoi. OK? Et qu'est-ce que je fais d'autre? Pour tout X appartenant en V, alors vous allez voir, je me l'envoie également à moi-même. Je envoie le message M de diffusion, on est d'accord, avec le numéro d'envoi, OK, et la barrière causale. Alors on fera des exemples, hein, d'accord, il y aura un exercice dessus pour bien comprendre comment ça fonctionne. D'accord? Est-ce que ça va pour l'instant? Je envoie le message M, le numéro d'envoi et la barrière causale à tous les sommets. Et ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je mets à jour ma barrière causale en local. Je dis que ma barrière causale, maintenant, c'est mon numéro, d'accord, et le numéro d'envoi. Donc, imaginez un site. Bon, on fera un petit exemple après. On va essayer de faire un exemple. Ça va pas être évident, mais on va essayer de faire un exemple. Ça va pour l'instant, je diffuse. J'incrémente mon compteur, j'envoie l'information à tout le monde et je mets à jour ma barrière causale. Ok. Maintenant, je reçois l'information. Qu'est-ce que je reçois comme information? Je reçois l'information venant de PJ, d'accord? D'un site quelconque. Et moi, je suis en site I. Je reçois un message de type M, le message, je ne sais pas ce que c'est, mais je m'en fous, le numéro de message, d'accord, et la barrière causale, d'accord? C'est grosso modo, j'ai un envoi à PJ, dire, moi, ce que j'ai envoyé la dernière fois, là, je t'envoie un nouveau message M avec un numéro d'envoi M, d'accord? Ça, les deux sont liés. Mais par contre, moi, ce que je sais, c'est que je t'ai envoyé ces informations-là grâce, et tu peux le détecter, des informations historiques, excuse-moi, et tu peux le détecter grâce à la barrière causale CBM que je t'envoie. D'accord? Donc ça laisse une trace, en fait, cette partie-là, ça laisse une trace, ça indique à tous les autres sites, quand ils reçoivent ce type de message, dire, voilà, moi j'ai diffusé ça la dernière fois. On est d'accord? Est-ce que ça marche pour tout le monde? Est-ce que vous comprenez bien? Là, en fait, c'est une sorte d'historique disant, écoute, moi je t'envoie le message M avec la valeur 18 par exemple, mais par contre, je sais que moi je t'ai envoyé un message avant avec la valeur 17. Est-ce que tu l'as reçu? C'est ce que le job, c'est le site PJ, c'est ce qu'il va faire comme première chose. Il va regarder s'il a reçu l'information déjà précédente, avant de traiter ce message-là. Si j'ai pas reçu l'information précédente, eh ben, je ne vais pas traiter celui-ci, d'accord? Parce que celui-ci, ce message-là, peut dépendre causalement du message qui a été envoyé précédemment. D'accord? Et donc, comme je veux respecter l'ordre causal, il faut que ce message-là soit forcément traité avant ce message-là. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On s'accroche. Alors, c'est là que vous avez commencé à vous accrocher. Voilà.
Je suis d'accord avec vous. Cet exercice-là, c'est difficile parce que là, on commence un petit peu à voir ce que c'est la notion d'algorithme distribué, d'échange de messages, de mise à jour des variables sur les sites. Alors, c'est pour ça qu'à chaque fois, dans tous les algos, il y aura toujours une illustration en télé où vous mettiez les mains dans le cambouis. D'accord? Parce qu'il n'y a vraiment pas le choix. Pour bien maîtriser l'algo distribué, il faut mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire faire tourner sur des exemples plus ou moins complexes pour bien voir un petit peu l'intérêt de ces variables-là, l'intérêt de cette partie de l'algorithme, etc., etc. Donc vraiment, j'insiste sur le fait qu'il faudra toujours faire des exemples. Voilà. J'ai pas compris ce que c'était des lits de cas. C'est un tableau, d'accord, constitué de n cases, 1, 2, 3, 4, 5, et qui donne le dernier numéro pour chaque site, d'accord. Moi, je suis le site I. J'ai mon tableau del de I, d'accord. J'ai mon tableau personnel à n cases, et qui me dit pour chaque case la dernière valeur que j'ai reçue du message envoyé par ce site-là. Par exemple, je regarde la case numéro 1, je regarde la valeur associée, et je sais qu'il a une valeur 3, par exemple, et je sais qu'il a fait 3 diffusions, le site 1 a fait 3 diffusions, et j'ai reçu 3 messages. Ça marche? Sur T2, voilà, sur le TI2, sur la deuxième case du tableau, pour le site I, je sais que TI2, par exemple, il vaut 18. C'est-à-dire que 2 a envoyé 18 messages de type diffusion sur le réseau, et moi j'en ai reçu 18. D'accord? En fait, 2 a pu envoyer par exemple 20 messages sur le réseau, mais moi j'en ai reçu pour l'instant que 18. Donc j'ai un delta de 2. Ça marche pour tout le monde? Donc, c'est là qu'on voit bien la notion d'algorithme distribué, c'est-à-dire que là, je vous écris 2 procédures là. D'accord? Les 2 procédures, ça fait quoi? 2 fois 4 lignes. Hein. Sont simples. Hein. Mais par contre, il y a énormément d'informations sur ces 4 lignes. Qu'est-ce que je sais sur ces 4 lignes? Je sais que sur chaque site I, j'ai un tableau de n cases. D'accord? Plus un ensemble. J'ai également un ensemble de couples CBI. Ça marche? Donc, imaginez que j'ai n sites, et bien sur chaque site, j'ai un tableau et un couple. Ça roule? On s'accroche toujours? Toujours. Ok. Alors, donc j'en étais où ici? J'incrémente j'envoie mon numéro et je mets un barrière causale, c'est-à-dire c'est la liste des dernières informations que j'ai envoyées. Quand je reçois un message, ok, je attends. Donc ça c'est bloquant en fait. Là, j'insiste vraiment sur cette primitive-là. C'est une primitive bloquante. J'attends quoi? J'attends que pour chaque paire dans la barrière causale ici. D'accord? C'est-à-dire que ici, je reçois un ensemble de paires. Tout le monde est d'accord? Parce que CBI, je vous rappelle que c'est une paire. Potentiellement, CB, c'est un ensemble de paires. Ce n'est pas forcément constitué que d'une paire. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre pour tout couple appartenant à CBI, là, CBM, j'attends quoi? J'attends que les cases dans le tableau délivré soient au moins égales à la valeur D. On fera un exemple pour essayer. D, je vous rappelle, c'est quoi? D, ça correspond à un numéro d'envoi. D'accord? K, c'est celui qui a envoyé à un moment donné un message sur le réseau en diffusion. Attention, hein. K, c'est pas forcément lui qui m'a envoyé le message, qui a fait la diffusion. Je sais que K a fait une diffusion à un moment donné.
Je le sais parce qu'il est dans la barrière causale associée au message M. D'accord? Mais ce n'est pas forcément lui qui me l'envoie. Je sais que par contre qu'il y a une trace comme quoi K, il a envoyé un message de valeur D sur le réseau. Et je dis quoi? J'attends que pour tout élément appartenant à sa barrière causale, je veux que la valeur D soit au moins, d'accord? Il faut que la valeur, excusez-moi, dans la case du tableau sur le site I, je veux que la kème case soit au moins égale à la valeur D. Ça marche? Quand c'est vrai ça veut dire que j'ai reçu toutes les informations précédentes, il n'y a pas eu soit de perte, soit de messages qui se sont croisés. Et donc, c'est toutes ces conneries, parce qu'on ne veut plus grand-chose. Alors quand c'est vrai ça, quand c'est plus bloquant cette partie-là, eh ben, qu'est-ce que je fais? Je dis que del, okay, del de I de J, c'est numéro de M, on est d'accord? Ça marche? Je vous rappelle que là, actuellement, je suis sur le site I, je reçois une information venant de J. Donc je dis que, OK, J, je vais pouvoir délivrer ton message, parce que tout est bon avant. Je vais délivrer ton message numéro M, d'accord? Donc je laisse une trace dans mon historique comme quoi j'ai bien délivré ton message numéro M, d'accord? Donc c'est donné grâce à ce tableau-là. C'est-à-dire que la JM case de mon tableau, je sais que maintenant je suis au numéro M. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Maintenant, je vais mettre à jour ma barrière causale. Alors, qu'est-ce que c'est? Je fais CBI. C'est égal reçoit quoi? C'est CBI moins CBM union J moins numéro de M. Et ça, je fais ça de façon atomique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dans un premier temps, je fais CBI moins CBM. D'accord? Alors, je vous rappelle que c'est la différence de deux ensembles. Hein. Je pense que vous êtes bon en base de données. Hein. Et donc, A moins B, ce sont les éléments de A qui appartiennent pas à B. On est d'accord? Et à partir de là, quand j'ai purgé tout ce foutoir, hein, eh ben, je rajoute dans ma barrière causale, comme quoi maintenant c'est J. Je vous rappelle que c'est J qui vient de m'envoyer le message, hein, on est d'accord? Et la valeur num de M, c'est la valeur que je viens de recevoir du message. Quand j'ai mis à jour cette variable-là, bingo, je délivre le message M à mon système et après il traite l'information. Est-ce que ça va là? Est-ce que on va faire un exemple, mais je voudrais terminer la démonstration après. Par exemple, je ne sais pas si aujourd'hui, mais j'en ferai un. C'est bon? OK. Alors, prenons petit lemme. Vous allez voir que ça va être très simple. Les profs sont très simples après. Et vous allez voir, ça fait voilà, même pas une page. J'arrive à montrer déjà un résultat qui est intéressant. Alors, j'appelle M0. C'est identifié par un couple K0, D0. D'accord? C'est un message identifié par la valeur et son expéditeur et son numéro. Et M1, c'est un message qui dépend M, flashigui, là, M1. On est d'accord? Ça veut dire que M1 dépend, je vous rappelle la définition du oui, c'est, il est où ce truc-là? C'est celui-ci, c'est une précédence immédiate, d'accord? M1 précède immédiatement M2, d'accord? Si quoi? Si l'envoi d'un message, M1 précède l'envoi d'un message M2 et il n'y a rien entre les deux. Okay, donc je reviens à la définition. Donc je dis quoi? Je dis que M0 précède immédiatement M1. Alors qu'est-ce que forcément, d'accord, si c'est validé cette notion de précédence immédiate, ça veut dire que la barrière causale associée K0D0 appartient à la barrière, le couple, excusez-moi, K0D0 appartient forcément à la barrière causale de M1. Ok, alors regardons ce qui se passe. Soit PI l'envoyeur de M1, d'accord? PI, c'est celui qui a envoyé le message M1. Comme M0
dépend précédemment, c'est une précédence immédiate, excusez-moi, de M1, d'accord? M0, c'est une précédence immédiate de M1. On doit étudier deux cas. Alors, avant d'envoyer M1, qu'est-ce qu'on a fait? Regardons. M0, qu'est-ce qu'il a fait? M0, il a été délivré à PI. Je rappelle que PI, c'est le site qui a envoyé M1. D'accord? PI, c'est lui. J'ai écrit en majuscule M1 parce qu'en minuscule, je crois je ne suis pas très bon. D'accord? Lui, PI, il a envoyé M1. D'accord? Donc, il a envoyé M1, il a fait sa diffusion. Qu'est-ce que je dis? Avant d'envoyer ce message-là, PI, qu'est-ce qu'il a reçu? M0 est envoyé sur P1. PI, pardon, d'accord? Il a été délivré, il a été envoyé à PI. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre maintenant? Dans les deux cas. Alors, je fais le distinguo entre les deux cas. M0 a été délivré à PI et M0 a été envoyé par PI. Aussi très utile de faire la différence entre les deux cas. Mais dans ces deux cas de figure, qu'est-ce qu'on peut dire? On dit que le site PI met à jour sa barrière causale CBI. Voir l'algorithme, comment il met à jour sa barrière causale. En prenant en compte M0. La délivrance d'un autre message, M', entre M0 et l'envoi de M1, ne change rien. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Si j'envoie un message, d'accord, ça ne change rien parce que il faudra que je réécrive un peu parce que je trouve que c'est très compliqué pour pas grand-chose. Comme M0 précède, comme M0 précède immédiatement M1, vous êtes d'accord qu'il n'existe pas de M' entre M0 et M1, d'accord? Donc, il n'y a pas de souci au niveau de la mise à jour de la barrière causale. Je reviens à un truc. Il n'y a pas de souci au niveau de la barrière causale. Là, on a bien que KDM0 appartient bien à CBM1. D'accord? Parce que de toute façon, je sais, comme M0 précède immédiatement M1, je n'ai pas de M', d'accord, message M' qui perturbe la barrière causale de CBM1. C'est bon pour tout le monde? Je n'ai pas été très clair là, peut-être. Pas évident. Si? C'est chaud. Alors, je reprends peut-être. Je vais peut-être l'écrire différemment. Vous êtes d'accord que M0 dépend précède M1. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de message de type M' entre M0 et M1. Parce que c'est une précédence immédiate. Comme il n'y a pas de message de type M' entre M0 et M1, vous êtes d'accord que quand je vais délivrer le message M1, quand je vais le traiter, je vais regarder la barrière causale associée au message qui m'a été envoyé précédemment. Et ce message qui a été envoyé précédemment, ça a été envoyé par M0. Et quand j'ai reçu ce message-là, j'ai mis forcément à jour, parce que j'ai délivré M0, d'accord, j'ai forcément mis à jour ma barrière causale CBM1. Vous venez ici, quand je reçois un message, réception, pop, je mets à jour cette barrière causale. D'accord? Et comment je mets à jour cette barrière causale? Si vous regardez bien ici, je fais la différence symétrique, enfin la différence entre CBI et ça, et surtout, je rajoute J num de M. Je vous rappelle qu'ici, là, num de, ça sera num de M0, donc c'est le côté K0, D0. On est d'accord? Donc c'est ça que je rajoute précédemment dans la barrière causale associée à M1. On est d'accord? Je mets à jour. Donc j'ai forcément ça, c'est un élément qui appartient à CBM1. J'espère que c'est plus clair. OK. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la délivrance des messages, on va montrer que la délivrance des messages respecte l'ordre causal. Vous allez voir que la preuve, c'est tout simple. Parce que pourquoi c'est tout simple? Parce qu'en fait, on a créé une structure de telle manière que cette structure soit tellement, elle est tellement riche, il y a tellement de propriétés qu'après, la validation de l'algorithme est très simple. Alors, pour ça, je considère deux messages, M0 et MX. D'accord? Tel que envoyer M0 précède l'envoyer MX.
Et M0 et MX sont délivrés à PI. D'accord? Donc ils sont traités, PI les traite. Alors il faut montrer que M0 est délivré avant MX en PI. Bon. Et bien à votre avis, on va utiliser la notion de récurrence sur la longueur L du chemin entre M0 et MX dans le graphe de précédence immédiate des messages. Ok? Est-ce que ça va? Alors regardons. Je vais considérer le graphe sur la longueur L du chemin entre M0 et MX dans le graphe de précédence immédiate des messages. Si M0 précède immédiatement MX, donc vous êtes d'accord que précédemment, grâce au lemme précédent, on a que M0 appartient à CBMX. Or, PI va attendre d'avoir délivré M0 avant de délivrer MX. On est d'accord, c'est le principe. C'est l'attente de l'ordre de... C'est le fameux... La fameuse partie ici, attendre. Le point bloquant. Donc, excusez-moi, toc, 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 hop, je délivre. Donc ça marche bien, c'est pas pour L égale 1, c'est vrai, j'ai pas le choix. Si L égale 1, j'ai bien envoyé ça qui précède ça, et donc, d'après le lemme 2 précédent, j'ai bien la barrière causale associée au message M0 qui appartient à CBMX. Donc, hypothèse de récurrence, regardons lorsque le chemin de causalité est de longueur strictement supérieure à L supérieur ou égal à 1, les contraintes de précédence sont respectées. Alors, regardons le chemin. Je prends le chemin, un chemin L de M0 à MX. On est d'accord? Donc, ce n'est que des suites de précédence immédiate entre ce chemin. C'est-à-dire M0 précède M1 immédiatement, M1 précède immédiatement M2, qui précède immédiatement M3, etc., etc., etc. Là, j'ai bien une longueur L de message, et je sais qu'ici, par hypothèse de récurrence, on est d'accord, jusqu'à ce niveau-là, on sait que tous ces messages-là sont délivrés à PI et le sont suivant l'ordre causal. Ça marche pour tout le monde? Ok. Et donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai que ML-1 est délivré à PI. Okay. Ça, c'est par l'hypothèse de récurrence. Comme ML-1 précède immédiatement MX, on est d'accord que ML-1 est délivré avant MX, ça c'est évident. On revient au cas de base, c'est-à-dire on revient au cas où la longueur, ici, c'est comme si c'était L égale 1, on est d'accord? Parce que de toute façon, cette partie-là, c'est vrai par hypothèse de récurrence. Donc là, je regarde que cette partie-là. Mais si je regarde que cette partie-là, bah, ça revient équivalent à la partie 4 base de la récurrence. Et donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai que M0 est délivré avant MIL-1 et que ML-1 est délivré avant MX. Et ben donc, par transitivité, M0 est bien délivré avant MX en PI. D'accord? C'est pas très difficile la preuve, hein. Sérieusement, bon, pas très compliqué. Ok. Est-ce que vous avez des questions là sur cette partie-là? Donc on a traité un petit peu les communications. Qu'est-ce qu'on a vu dans les communications? On a vu que c'était le point crucial et important lors de le calcul de la complexité. Hein. D'accord? Ce sont les communications, donc les échanges de messages qui sont fondamentaux. Parce que pour pas que ça ait une influence sur la durée du calcul, il faudrait qu'on a vu un petit exemple, il faudrait que tous les sites soient pris à moins de 30 cm, donc c'est pas possible. Donc après, toute la distance, ben, il faut bien qu'il y ait le temps de traitement, le temps de transfert, hein, ça a un certain coût. Ok. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a essayé de voir un peu des algorithmes qui permettent de garantir la diffusion de données qui respectent l'ordre d'envoi des données, l'ordre FIFO également, puis l'ordre causal. D'accord? On a vu trois choses un peu différentes. FIFO, etc. Donc on a vu quelques mécanismes qui sont très simples. Hein. Je pense que ces mécanismes-là, si vous ne les connaissez pas, ça ne vous a pas impressionné et dire ah bon voilà, c'est très compliqué, etc. etc. J'ai pas l'impression. Hein. Et en fait, on a utilisé après un algorithme, là, CBI, là, de barrière causale.
Bon, celui-ci, on va le travailler un peu plus en télé parce qu'il casse un peu les pattes hein, quand même. Hein. Je pense que là, vous commencez à voir un peu voir ce que c'est l'algorithme souris. C'est-à-dire que c'est des algorithmes très courts, très simples, mais comme je raisonne sur n sites, vous en avez partout. D'accord? On dit, ah, ben, attends, voilà, donc des variables, il y en a plein. À chaque fois, il y a n variables parce qu'il y a une variable par site, ou n tableaux parce qu'il y a un tableau par site, etc. etc. Donc, voilà. Donc, ces informations-là sont. On essaye de faire les premières algos qui respectent certaines conditions qui nous semblent assez importantes et assez fondamentales pour que le système puisse tourner dans les conditions optimales. Ok. Vous allez voir qu'on va parler un petit peu après de numérotation des messages, donc les trucs, les calculs des horloges. Je ne sais pas si vous connaissez les horloges vectorielles, les horloges matricielles, les horloges, des choses comme ça. Non, vous n'avez jamais entendu parler d'horloges matricielles, horloges vectorielles, non, en réseau? Oui? Non? Non, pour moi. Et d'autres? Personne n'a entendu parler jamais d'horloge matricielle, vectorielle, horloge de Lamport, vous n'avez jamais entendu parler? Bon, c'est pas grave, hein. On va le voir, donc c'est fait pour ça. Ok, alors, je vais m'arrêter là au niveau du cours, parce que si je vous fais 4h30 de cours, là, je pense que vous êtes rectifié. D'accord? Je pense que déjà, vous commencez à être un peu en PLS, comme disent les jeunes. Donc, on va faire une petite pause d'un petit quart d'heure. On va enchaîner par quelques exercices tout simples de TD pour un peu poser encore quelques hypothèses, vous vous habituer à écrire deux, trois petites choses. D'accord. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là, 1 et 2, quoi? Non, avec une étoile, c'est quelque chose en particulier? C'est comme log étoile? Donc, parmi l'assistance, je prends 2 secondes. Bon, il y a mes petits mythes, mes master mythes qui sont à moi, là, donc eux, ils n'ont pas le choix, ils sont punis. Il y a des gens qui viennent d'école ou pas? Vous avez le droit de parler, hein. Alors, si on y... oui, c'est ça, ils ont toujours le système de cours obligatoire. Voilà, puis c'est un cours qui est fondamental pour eux, je crois. Donc. Et parmi l'assistance, je pense qu'il y en a qui viennent de Aigle, non? 23-17, c'est quoi 23-17? C'est un code particulier? Non, mais voilà, je pense qu'il y en a qui... oui, voilà. Il y en a un, 2, 3, 4. Aigle ici, aigle là en force. Lyon, ils étaient en force, les aigles. Donc il y en aurait 6 à peu près, c'est ça. Écoutez, moi, si ça vous plaît, vous avez tout à fait le droit de continuer, il n'y a pas de souci. Hein. Vous voyez un petit peu ce que... après, si vous abandonnez